Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. Allez, la vérité en face, 0826 300 300. La question qui est posée ce matin, avant même le discours de François Bayrou, il y a une crise qui secoue le pays depuis des mois, des années désormais. Est-ce la fin de la Ve République? C'est un sujet qui revient régulièrement. Est-ce qu'il faut faire évoluer les institutions, le système, aller vers une 6e République pour faire quoi? Deux invités ce matin, et soyez les bienvenus. Raquel Garrido, bonjour. Ancienne députée insoumise, vous défendez l'idée d'une 6e République, c'est un petit peu votre cheval de bataille, il y en a d'autres. Absolument, oui. La démocratie partout, dans les partis, dans le pays, et je mène cette bataille-là avec mon mouvement L'Après. Oui, L'Après, L'apostrophe, après, avec une petite fleur. L'association pour la République écologique et sociale qu'on a lancée l'année dernière avec mes amis Clémentine Autain, Alexis Corbière, Daniel Simonet, Brenndrick Baivie, bref, vous les connaissez. C'est dit. Avec nous également, bonjour William T. Bonjour. Vous êtes fondateur du Millénaire. C'est un think tank, un cercle de réflexion indépendant, il faut le rappeler, spécialisé dans les politiques publiques, on va dire, mais vous revendiquez, je vais vous laisser faire le pitch, une vision gaulliste des choses. Oui, tout à fait. Nous, on pense qu'il faut garder ce qui marche et pas détruire tout ce qui fonctionne. On a déjà détruit tout ce qui fonctionnait depuis le général de Gaulle, et si on veut continuer comme ça, il faut réformer ce qui ne marche pas plutôt que réformer ce qui fonctionne et ce qui nous permet de tenir encore debout. Donc vous êtes diamétralement opposés sur la suite à donner à nos institutions. 0826 300 300, vous intervenez sur cet aspect des choses, mais également si vous voulez porter un regard à ce qui se passe, parce que tout est lié en quelque sorte aujourd'hui avec ce discours attendu à 15h du Premier ministre François Bayrou et son départ plus que probable. Qu'est-ce qu'on fait après? Raquel Garrido, William T, je vous soumets une série de questions avant que nous évoquions les éventuels aménagements, voire évolutions à produire. Vous avez vu ce qu'a dit François Bayrou, les partis ont basculé dans une guerre civile les uns contre les autres. Alors nous verrons si Emmanuel Macron arrive à forger une nouvelle coalition. Ça me paraît compliqué cette histoire. Le problème ne vient-il pas de notre culture politique et de nos institutions? Je commence par vous, honneur aux dames, si vous êtes d'accord, William. Raquel Garrido. Bien sûr, les institutions posent problème, en particulier parce que la Constitution de 1958, surtout depuis 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel, donne beaucoup trop de pouvoir à un homme seul, une fonction seule, qui est celle du président de la République. Si on les prend les uns après les autres, regardez la dissolution sur un coup de tête, article 12. Ça n'existe pas dans les autres pays démocratiques. Alors, le président a le pouvoir de nommer le Premier ministre, c'est l'article 8, le président nomme le Premier ministre. On a vu que l'été dernier, le président de la République a dit « je le fais quand je veux, si je veux ». Pendant 8 semaines, il a nommé personne. Et puis, je rajoute le 49.3, qui est évidemment pas directement un pouvoir du président, mais on voit bien que dans le fonctionnement de la Ve République, le Premier ministre proche du président obéit, et donc le 49.3 à répétition, que tous les Français connaissent maintenant, c'est la marque de cet excès de pouvoir présidentiel. Donc, en fait, on a une société française, d'une part, et d'autre part, un homme seul. Et c'est tellement puissant sa force que, par exemple, sur les retraites, qui est un sujet très consensuel en France, je veux dire, 90% des Français étaient contre la loi Borne. Bon, très consensuel. C'est même pas polémique comme sujet. Et pourtant, cet homme seul-là a réussi, par le truchement des articles 47.1 de la Constitution, PLFSSR, etc. Je vous passe ces détails, peut-être que vous vous en souvenez, les auditrices et les auditeurs. Oui. Mais en bout de course, il a eu son compte. Et ça c'est très belligène, c'est très destructeur de l'esprit civique. William T, vous entendez les arguments de Raquel Garrido, trop de pouvoir concentré dans les mains, je vais dire d'un seul homme. Pour l'instant, il n'y a eu que des messieurs à l'Élysée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est théorique. C'est d'un point de vue constitutionnel. Emmanuel Macron a beaucoup de pouvoir. La question, c'est est-ce qu'il a beaucoup de pouvoir pour faire changer les choses et pour changer la vie, pour parler au cœur de gauche? Emmanuel Macron, théoriquement, constitutionnellement, a beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut activer l'état de guerre, il peut également avoir les pleins pouvoirs, mais est-ce que concrètement, il peut l'activer? Ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, c'est que les politiques ont renoncé à leur pouvoir et qu'ils refusent de gouverner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des médias, parce qu'ils ont peur des juges, ils ont peur du qu'en dira-t-on. Et au final, les Français votent pour des majorités, mais non pas sur pourquoi ils ont voté. Nicolas Sarkozy avait promis de passer le Karcher, ils ne l'ont jamais eu, mais Nicolas Sarkozy avait le pouvoir de passer le Karcher, mais il a renoncé à le faire. François Hollande avait promis de taxer les riches, il a renoncé à le faire.
Également, ça devrait vous interloquer. Et Emmanuel Macron avait promis de réformer l'administration française et il n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le président de la République, finalement, théoriquement a beaucoup de pouvoir, mais concrètement a de moins en moins de pouvoir. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel, et on l'a vu dernièrement, est en capacité de pouvoir bloquer des lois, décider La Cour suprême. La Cour suprême est capable de voter, est capable de bloquer des lois décidées et votées par le peuple souverain et représentées par le Parlement. Il peut décider ce qu'on a le droit de décider ou pas par référendum. Le Conseil d'État a également un voix par l'intermédiaire d'avis pour pouvoir bloquer des textes. La Cour de cassation a également une jurisprudence qui est capable de pouvoir créer des lois. Et au final, ce que veulent les Français, c'est non pas que le président de la République ait moins de pouvoir. Ils veulent que le président de la République soit efficace et agisse concrètement auprès des Français. Donc, il utilise pleinement l'efficience des articles prévus par la Constitution. Vous dites quoi ? C'est une forme de frilosité qui bloque le système ? C'est une frilosité, en fait. C'est l'électoralisme. Je pense que c'est un ensemble de contraintes que se posent les hommes politiques. En plus, il faut ajouter la judiciarisation de la vie politique. On l'a vu notamment pendant le Covid, qui empêche concrètement d'agir. Je pense que les Français, aujourd'hui, se tournent vers certains votes parce qu'ils pensent que les partis de gouvernement ne sont pas en capacité de pouvoir agir concrètement. Donc il faut quelqu'un, ou il faut que des partis ou un ensemble de gens exercent pleinement leurs fonctions, fassent ce pourquoi ils ont été votés. Et par exemple, quand on regarde le succès de certaines personnes, notamment, on voit bien que ce qui marche, c'est lorsque vous tenez le même discours dans l'opposition que lorsque vous êtes au pouvoir et que vous faites concrètement ce pourquoi vous avez été élu. C'est ce qui marche aux États-Unis, qu'importe qu'on aime ou pas le personnage, c'est ce qui marche dans d'autres pays. Et c'est ce pourquoi des gens, aujourd'hui, votent et sont réélus. Bon. Ce que vous dites... Attendez, je fais un écran de pub, 0826 300 300. Intervenez, appelez-nous, vous aurez la parole tout de suite sur l'antenne de Sud Radio. Raquel Garrido, est-ce que le problème, c'est pas la culture du compromis ? On ne sait pas faire dans notre pays. Tiens, si on faisait une élection à la proportionnelle intégrale, on aurait... Alors, Jean-François Aquili, je veux bien qu'on aille sur la proportionnelle, et en plus c'est l'actualité, on y viendra. Mais je veux absolument répondre à ce que vient de dire William T, qui, en résumé, je résume, dit le président de la République non seulement n'a pas trop de pouvoir, mais il en a pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'état de droit. Il y a des limites à l'exercice du pouvoir présidentiel qu'on va trouver, certes, par exemple, dans le Conseil constitutionnel ou ailleurs. Ça s'appelle l'état de droit. Donc vous plaidez en fait pour une tyrannie, si je pense. Tyrannie, c'est la tyrannie, voilà. C'est-à-dire le pouvoir d'un seul. C'est très classique dans la culture française. Pour le coup, c'est la culture bonapartiste. C'est l'idée que, en fait, le peuple n'est pas souverain, et c'est une espèce de rémugle de la tradition monarchiste en France, qui consiste à regretter au fond qu'en 1789, ce peuple lumineux ait inventé l'idée que la souveraineté n'était pas sur la tête d'un homme, mais sur la tête d'un peuple. Ça fait 230 ans qu'il y a toute une tradition française qui s'oppose à ça. La tradition, c'est les perdants de l'histoire de France. Et tout le temps, vous êtes là à vouloir revenir dès qu'il y a une insatisfaction civique, vous ne le traduisez jamais comme la faute des gouvernants. Vous dites, en fait, c'est parce que le calife est pas le bon. Donc, vous dites, il faut un nouveau calife à la place du calife. En fait, le problème, c'est le casting. C'est si les différents présidents avaient des pouvoirs et se servent pas parce qu'en fait, ils sont nuls. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le problème, précisément, c'est que la France vote et on l'écoute pas. Regardez, l'année dernière, c'est 33 millions de personnes qui sont venues voter, et vous trouvez encore des gens depuis un an pour dire que ce résultat ne vaut pas. Raquel Garrido et William T, je donne la parole à Thierry qui nous appelle de Tégra. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes dans le Lot, c'est ça ? Oui. Alors, quel regard portez-vous sur ces événements aujourd'hui, ce qui se produit, cette espèce d'empêchement permanent, et quel est votre regard sur une éventuelle évolution de nos institutions, Thierry ? Alors moi, je vais porter le regard d'un élu local, d'un maire sans étiquette. Vous êtes maire Vous êtes maire ? Oui. D'accord. Tout à fait, d'un village de 500 habitants, pardon. Un maire qui est en colère vis-à-vis des grands élus, notamment des députés, mais aussi du chef du gouvernement et de tous les chefs de partis politiques. Parce que, moi je dis que tout le monde aujourd'hui est au bal des hypocrites, avec un péril de la nation qui est en train de nous venir en face d'une manière radicale. Pourquoi ? Parce que je pense que toutes ces personnes que j'ai citées n'ont affaire que leur devenir personnel, le devenir de leur parti, et se servent du populisme uniquement pour arriver à leur fin, sans vraiment avoir le respect de cette démocratie et même de la Ve République. Et je pense que c'est grave,
parce que tout cela dégoûte les Françaises et les Français qui se tournent petit à petit vers des votes extrêmes, des votes de rejet, non pas des votes d'adhésion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à avoir des votes où on ne retrouve pas de majorité, pas de parti majoritaire. Et chacun exprime qu'il est majoritaire de sa manière. Moi, j'ai pas du tout la même vision que Mme Garrido ou que d'autres chefs de parti, parce que la majorité qui a été donnée aux dernières élections, c'est pas celle que tout le monde pense. Voilà, donc je suis vraiment très en colère, et surtout quand on est un élu local, où on est confronté tous les jours à la population qui en a marre, qui en a marre pas uniquement des grands discours, qui en a marre des élus. Et ça devient très grave. Thierry, vous expliquez finalement qu'il y a une forme de conquête de pouvoir, de recherche de maintien au pouvoir qui fausse le jeu quelque part. Ben oui, parce que, alors, écoutez, moi j'ai le respect pour la fonction du Premier ministre, mais au bal des hypocrites, il y a également Monsieur le Premier ministre qui veut partir en ayant essayé de sauver le bébé au moment où le bébé était déjà avec une infection généralisée. Mais les chefs de parti, tous les autres chefs de parti sont dans le même cas. Aujourd'hui, on fait quoi? On fait des grands éloges sur le populisme, sur le fait que les Français sont majoritaires, par exemple, à penser que les retraites, que la réforme des retraites, c'est complètement aberrant. On n'a qu'à faire des votes et des sondages pour savoir si on veut supprimer les impôts, supprimer les limitations sur les routes, et les Français, ils adhéreront. Donc, le populisme, ce n'est fait que pour servir des grands éloges et se servir de choses pour arriver au pouvoir. Il faut que les grands élus reviennent à la raison, pensent à la France, pensent à faire des coalitions comme ça se fait dans d'autres pays et où ça réussit. Bien sûr, il faut que chacun avale des couleuvres et rabaisse un petit peu son caquet, excusez-moi l'expression. Mais le jour où nos grands élus français et les chefs de parti se mettront dans cette dynamique-là, la France retrouvera peut-être un petit peu d'optimisme et les Français sont prêts à faire des efforts à partir du moment où ils auront confiance dans ceux qui les gouvernent. Merci Thierry, maire donc sans étiquette de votre commune. Vous nous appeliez de Tégra dans le Lot. Raquel Garrido, William T, gardez vos arguments. On va répondre à ce que disait Thierry, à son interpellation. Comment m'a-t-il dit le bal des hypocrites. Des hypocrites, j'allais dire autre chose. Nous verrons si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit tous les deux, Raquel Garrido, William T. La vérité en face, 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Discours de François Bayrou à 15h et probable départ du Premier ministre. Faut-il changer nos institutions? Ça coince, ça ne marche plus. La vérité en face, 0826 300 300. Et Thierry, qui nous appelait du Lot, qui est maire sans étiquette, nous a interpellé à l'instant, Raquel Garrido et William T, sur, au fond, ces politiques qui privilégient plutôt leur carrière, l'électoralisme, plutôt que s'entendre pour le bien commun. William T, est-ce qu'il y aurait une solution finalement à brider finalement les ambitions des uns et des autres qui chaque fois priment? Parce qu'il y a toujours une élection qui arrive. Évidemment, en fait, là, le problème qu'on a, c'est que tout le monde pense à l'élection présidentielle. Or, moi, je pense qu'ils font tous une erreur, parce que c'est-à-dire qu'en pensant à l'élection présidentielle, ils oublient qu'ils ont été élus par des Français pour appliquer un programme ou pour appliquer certaines idées, ou pour lutter contre d'autres idées. Moi, je pense notamment que les deux grands perdants des élections législatives, ça va être le NFP et le Socle commun, parce qu'ils ont quand même été élus pour faire barrage au Rassemblement national, et que de plus en plus de Français pensent que la situation politique profite au Rassemblement national. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans leurs électeurs, et le Front républicain, en cas de dissolution, sera beaucoup moins efficace que la dernière fois. Pour y revenir sur comment on fait, les gens pensent que le problème, c'est la Constitution de la Ve République. Or, la Constitution de la Ve République permet au président de la République et au gouvernement de pouvoir gouverner en l'absence de majorité. Ça permet de faire passer certains textes, de faire passer des lois d'urgence, faire passer par exemple des lois de finances exceptionnelles qu'on n'aurait pas pu faire passer, et que si on était par exemple aux États-Unis, on aurait été en shutdown, les fonctionnaires n'auraient pas été payés, on n'aurait pas pu lever de la dette, et le pays serait arrivé en crise parce qu'on n'aurait pas pu payer un certain nombre d'allocations. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que
on gouverne toujours, ou les partis pensent toujours qu'on fonctionne toujours en fait majoritaire. Pourquoi ? Parce que lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, on a eu ce qu'on appelle le fait majoritaire et le bipartisme, qui faisait que chaque parti... C'est plus simple, hein ? C'était plus simple, disposer d'une majorité absolue, et on fonctionnait avec 2 partis. Là, maintenant que vous avez 3 coalitions et 3 blocs, il faut faire en sorte qu'un bloc qui est minoritaire puisse s'allier à l'un ou à l'autre pour pouvoir gouverner. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'actuellement, on a un bloc, s'il arrive au pouvoir, sera automatiquement empêché par les 2 autres. Mais en l'absence de coalition et en l'absence de majorité, de toute façon, vous pouvez élire un président de la République, il n'aura aucune majorité la prochaine fois. Raquel Garrido, on fait quoi ? Un septennat non renouvelable ? Je pioche dans la boîte à idées, là. Hein. D'abord, nous donnons la parole à Kevin dans un instant, oui. Bon, je voudrais quand même répondre peut-être à Thierry, Thierry, monsieur le maire, qui nous fait part de, pardon si je traduis mal, mais d'une sorte de sentiment de dégoût. Sentiment de... Non, de colère. En tout cas, oui, de colère. Mais je crois qu'il a utilisé ce mot dégoût. Il dit les gens commencent à être dégoûtés. Et en fait, effectivement, moi je pense que la dignité civique des Français, elle est méprisée. Elle est méprisée parce qu'on va voter. Et puis, il y a un homme qui décide que... un homme, une fonction, hein, je nomme même pas son nom parce que un autre aurait les mêmes pouvoirs. Le président de la République décide que cette voix ne vaut pas. Bon, bah vite, ça te dégoûte. Quand vous avez une mobilisation de tous les syndicats qui sont unis, comme l'année dernière, il y a 2 ans sur les retraites, et que le président dit « Ah ben non, on va faire ça par 49.3 », oui, ça dégoûte. Bon, donc, on est dans une circonstance où, si la société française et ses institutions ne fabriquent pas des modalités pacifiques pour arbitrer les conflits. On est dans toute société démocratique, il y a des conflits d'intérêts. Les riches défendent leur beefsteak, les travailleurs veulent être augmentés. Oui, c'est mondial, cette histoire. Bon, oui. C'est vieux comme le capitalisme. Donc, du coup, la modalité démocratique pour arbitrer ça, c'est la démocratie. Ou alors on n'est plus les républicains. Donc, on a un problème, c'est que la volonté générale ne peut pas émaner de la société actuellement compte tenu de notre institution, parce que cette fonction présidentielle le bloque. Mais le blocage vient pas du président de la République, le blocage vient du fait que les Français ont donné... Non, mais les Français actuellement ont désigné une assemblée sans majorité. Alors, ils ont choisi librement. Le problème, d'emblée, je vous le dis tout de suite, ne peut pas être les Français. L'idée qu'on va changer de peuple, c'est précisément l'idée... Alors, il faut respecter les résultats. Et les 192, par exemple, du NFP, parce que Thierry disait personne ne veut se coaliser. D'abord, le NFP est une coalition de 8 ou 10 partis. Donc, évidemment... Il y a du plomb dans l'aile. Alors, il y a des pressions qui veulent nous diviser. Mais nos électrices, nos électeurs, c'est 9 millions de personnes, ont voté pour nous ensemble. Raquel Garrido, permettez-moi de donner la parole à Kevin. Bonjour, Kevin. Oui, bonjour. Vous habitez à Urquit. Très bien, merci. Oui, c'est ça. Urquit, on prononce comme ça ? Oui, c'est ça. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Kevin. Vous dites quoi ce matin quand vous voyez tout ça, Kevin ? Moi, je dis qu'il faut tout réformer. À l'heure actuelle, il faut tout réformer parce que ça ne marche plus. Que ce soit la fonction présidentielle ou le Parlement, ça ne fonctionne pas. Par exemple, aux dernières législatives, ils ont été élus pour aider la France, pour que la France puisse se relever. Elle ne se relève pas, mais par contre, ils ont été tous d'accord pour augmenter leurs revenus. Ils ont été tous d'accord aussi au Sénat pour augmenter leurs revenus, mais par contre, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire quelque chose d'efficace pour la France. Donc, quand vous dites tout réformer, vous pensez à quoi précisément ? Moi, je pense précisément, par exemple, diminuer largement le nombre de parlementaires, parce que beaucoup soit ne sont pas là, ou soit ne servent à rien. Il faut responsabiliser les hauts fonctionnaires, et surtout, il faut qu'on puisse nous dire ce qui marche et ce qui marche pas, et si on est d'accord ou pas. Typiquement, l'augmentation de 300 € du salaire des députés, de 700 € des sénateurs, ça aurait dû être aux Français de décider si oui ou non on accepte. Écoutez, sur la rémunération, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais sur le principe, Kevin, sur le principe, qu'est-ce que vous souhaitez ? Une sorte de référendum, de consultation Aujourd'hui, les Français sont bien plus éduqués qu'avant. On a beaucoup plus de casseroles de médias pour pouvoir s'éduquer à la politique. Donc oui, il faudrait que on écoute les Français et qu'on demande l'avis aux Français pour les grandes questions de politique. C'est très important ce que vous dites. Merci. Aujourd'hui, on ne fait rien. On ne demande rien aux Français, à part de voter. Et une fois qu'ils ont voté, chaque parti fait ce qu'il a envie en négociant entre eux pour faire ce
qui les arrange eux et pas ce qui arrange les Français et ce qui pourrait sauver la France. Merci Kevin, merci. Je rappelle que vous appelez de Durcuit dans les Pyrénées-Atlantiques. Très important ce que vient de dire Kevin. William T. Ce sentiment de ne pas être entendu, donc pas consulté. On se rappelle les cahiers de doléances après les gilets jaunes qui sont restés empilés dans des placards. Est-ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'on parle de faire évoluer le système, allons-y, dans la mécanique des choses, on soulève le capot, est-ce qu'on pourrait imaginer, William T., sans trahir les idéaux du général de Gaulle, c'est ce que vous défendez, une sorte de consultation régulière, mais une sorte de référendaire, quelque part. C'est même l'inverse, c'est que le général de Gaulle a prévu dans la Constitution du 4 octobre 58 un usage qui s'appelle le référendum, c'est-à-dire que même lui-même étant pour cause lui-même étant parti pour ça et l'ayant pratiqué à plusieurs reprises, il avait décidé que pour les grandes questions de société ou pour les grandes questions qui devaient concerner directement les Français, il fallait l'avoir leur approbation par référendum. Mais pour un certain nombre de raisons, notamment depuis le référendum de 2005, les politiques ont refusé cet usage, donc ça rentre dans la logique de ce que je dis, c'est-à-dire que plutôt que d'exercer leur pouvoir, plutôt que d'exercer et d'appliquer la Constitution du 4 octobre 58, on a préféré ne pas le faire. Et moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur des Français, il ne faut pas avoir peur du peuple, et que, comme ça a été dit par votre auditeur, les Français sont massivement maintenant beaucoup plus éduqués, on a une diversification et une démocratisation de l'enseignement supérieur, donc ils sont capables de s'exprimer sur les sujets. C'est juste qu'on ne veut pas le faire pour différentes raisons, parce que c'est bloqué, soit pour des questions de bien-pensants, soit pour des questions juridiques, notamment parce que le Conseil constitutionnel bloque certains référendums. Et par exemple, si vous posez la question aux Français, les Français disent massivement dans tous les sondages, le référendum le plus souhaité et le plus demandé, c'est un référendum sur l'immigration. Sur l'immigration. C'est ça qui est le plus demandé, on peut être pour ou contre, mais c'est le plus demandé. En plus, quand vous posez la question, c'est le référendum le plus demandé, et la réponse est la plus nette, parce qu'entre 66 et 80% des Français exprimeraient une réponse en disant qu'il faut limiter les flux migratoires. Mais par exemple, est-ce que vous, qui êtes pour la démocratie et pour la démocratie directe et pour la souveraineté du peuple, vous êtes pour un référendum sur l'immigration? Alors, nous, on a demandé. D'abord, ce que vous dites est faux, parce que il y a des résultats beaucoup plus forts, par exemple, sur un référendum sur les retraites. C'est pas 60% des Français qui sont pour l'abrogation de la loi Borne. C'est beaucoup plus. Même il y a eu des demandes pour convoquer une assemblée constituante, et les Français sont pour. Donc moi, je suis pour le référendum d'initiative citoyenne. Je suis là-dessus très heureuse que le mouvement des Gilets jaunes ait, en son temps, sécrété cette revendication, le RIC. Pourquoi c'est différent, le référendum d'initiative citoyenne et le référendum d'initiative présidentielle tel qu'il est là dans la Constitution? On le voit bien, la différence. Dans un cas, c'est le peuple lui-même qui s'auto-gouverne. Le peuple est multiple, Raquel Garrido, pour fixer une question. C'est pour ça qu'au final, il faut quand même un vote. Oui, mais bon. Vous ne pouvez pas à la fois dire que le peuple est souverain et l'empêcher de lui-même poser des questions. Ou alors, mais vous êtes d'accord sur le principe de la consultation plus régulière sur des grandes questions de société, mais ce qui n'existe pas en réalité. Je suis pour le RIC, je le répète. Je pense que en 6e République, il faudrait qu'il y ait une sorte de mix entre la démocratie directe par le référendum d'initiative citoyenne, une démocratie représentative qui soit, on va dire, révolutionnée par l'existence d'un droit de révoquer les élus en cours de mandat. Et là, vraiment, je pense que ça changerait tout. C'est-à-dire, si les élus se savaient révocables, alors je dis pas à tout bout de champ, je dis pas le lendemain d'élection, je dis pas, et je dis pas par 3 personnes, il faudrait des chiffres, enfin voilà, un minimum requis, etc. Tout ça, c'est de l'intendance. Mais sur le principe de la responsabilité, je pense que ce serait vraiment fondateur d'avoir des élus qui soient révocables. Et puis aussi, il peut y avoir une démocratie plus délibérative, des conventions citoyennes. On l'a vu par exemple sur l'écologie ou sur la fin de vie. Ça produit de l'intelligence aussi de directement consulter des Français tirés au sort. D'accord, des consultations, des révocations, des référendums, voilà des propositions que Raquel Garrido met sur la table, et William T. aussi avait son lot de propositions, et c'est ce constat de quelque chose une forme de frilosité par rapport aux outils dont nous disposons déjà. Dans un instant, nous serons avec Christine qui va nous appeler de Bayonne, qui va nous porter un regard sur une idée de référendum. Restez avec nous, La Vérité en face, 0826 300 300, ce sujet est passionnant. Il nous concerne tous. À tout à l'heure, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez sur cette 5e République, faut-il la faire évoluer? On en parle dès avant le discours de François Bayrou. Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir. Vous appelez de Bayonne. Là parce qu'on est toujours bien informés avec vous. Oh, c'est sympa. Vous êtes en direct de Bayonne. Oui, c'est ça. C'est superbe, Bayonne. Christine, vous avez de la chance, vous savez. Je pense que c'est une des villes de France les mieux gérées. Oui, et c'est une des plus belles villes de la planète, Bayonne. Christine, qu'est-ce que vous dites ce matin? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Disons qu'il y a beaucoup de choses que les Français ne savent pas parce qu'on ne leur dit pas, les journalistes n'en parlent pas. Mais là, nous sommes dans une situation qui est inextricable puisque les élus n'arriveront pas, les élus de l'Assemblée n'arriveront jamais à se mettre d'accord entre eux, il n'y aura pas de majorité. Il n'est pas question de refaire une dissolution, déjà la précédente a été assez catastrophique. Pendant ce temps, notre pays croule, on ne prend pas les bonnes mesures, etc., etc. Donc les Français n'en peuvent plus, on n'en peut plus. Donc moi je pense que la seule solution qu'il y a, c'est que M. Macron, qui est au poste, qui malheureusement n'aurait pas dû y être, mais enfin bref, donc M. Macron devrait avoir le courage de faire un référendum. Je viens d'entendre d'ailleurs sur votre antenne que d'autres personnes disent la même chose, mais moi je ne suis pas pour le référendum dont il parle, je veux un vrai référendum pour changer la Constitution. Voilà. Pour un référendum sur un changement de Constitution. Oui, tout à fait. Cette Constitution ne fonctionne plus parce qu'avec le quinquennat, c'est pire que ce que c'était avant. On a eu des très très bons gouvernements de Gaulle jusqu'à Giscard d'Estaing et c'est après que ça s'est gâté. Donc maintenant, à mon époque, quand j'ai fait mes études de sciences politiques, il y avait 350 élus à l'Assemblée. Ils sont près de 600 maintenant. Donc ça nous coûte une fortune. Tous ces gens vivent à nos crochets. Les gens qui travaillent, on leur dit toujours, vous allez devoir payer plus, alors que ces gens-là, c'est eux qui nous coûtent très cher. Ils ne pensent qu'à leur carrière et qu'à leur parti. Donc, de la droite à la gauche, je les mets tous dans le même sac. Donc, je pense qu'il faudrait faire que M. Macron, suite à cette crise dont il ne pourra pas sortir, il devrait demander aux Français s'ils sont d'accord par référendum de passer à un régime démocrate comme dans tous les autres pays européens. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir un régime présidentiel, comme sous Bonaparte III. C'est lui qui a créé, qui a agrandi l'Élysée, qui a fait tous ces palais dans lesquels ils vivent, qui sont logés, nourris, blanchis par les citoyens. Si les citoyens savaient ça, moi quand j'ai visité dans le cadre de mes études tout ça, je me suis dit je vais devenir anarchiste. Je ne l'ai pas fait, mais là c'est plus possible. Christine, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine, si je ne suis pas indiscret? Alors je suis retraitée depuis longtemps. J'ai travaillé à l'université, mais j'ai travaillé aussi beaucoup avec des députés, des sénateurs, enfin des gens avec Parce qui que vous êtes très bien, je me permets de vous dire, vous êtes très bien informée, chère Christine. Hein, oui. Non, mais j'ai en plus, dans ma famille, j'ai des gens qui ont travaillé enfin, au Conseil constitutionnel, à l'Assemblée, etc. Et donc j'ai visité tout ça, je connais tout le système. Et franchement, si les gens savaient tout l'argent que ces gens nous coûtent, j'aimerais bien qu'un journaliste, puisque la Cour des comptes visiblement ne sert à rien, puisqu'ils font un très bon travail, mais ça sert à rien. Encore faut-il lire les rapports de la Cour des comptes. Voilà. Merci Christine. Ce sont eux qui creusent la dette. Voilà. Merci donc, Christine. Il faut redonner la parole au public. Il faut retourner la parole aux Français. Et je pense qu'un régime fédéral comme dans tous les pays européens, vous pouvez aller au nord, au sud, à l'est, par ça, on est les seuls. Chez nos voisins européens, absolument. Le régime fédéral. Christine, merci infiniment. Christine, vraiment très 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 bien éclairée sur la question. Je commence par vous, William T. Un référendum pour proposer. Elle est très précise la question de Christine, que vous appelez de cette merveilleuse ville de Bayonne. Changer le système, mais pas seulement une question en l'air. C'est aller vers un régime fédéral. On voit ça chez nos voisins. On va dire déjà en Allemagne. C'est ça. Elle parlait plutôt d'un régime parlementaire, en gros, avec la responsabilité d'un Premier ministre. Mais pas de revenir à la 4e République. Mais en fait, la question du régime parlementaire est liée au scrutin. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la 4e République fonctionnait pas? Parce qu'on n'arrivait pas à distinguer et à faire émerger des majorités. Le seul problème est celui-ci. C'est que tant que vous n'avez pas de majorité absolue, et parce que la France reste dans un régime ce qu'on appelle semi-présidentiel d'un point de vue juridique, vous avez besoin, parce que comme le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, vous avez besoin d'une majorité à l'Assemblée. Mais il y a deux choses dans ce qu'elle dit. La première, c'est que si on proposait ça par référendum, le Conseil constitutionnel bloquerait
en fait, cette possibilité de référendum, parce que à l'heure actuelle, elle dirait que la question n'est pas assez précise et que selon l'article 89 ou selon l'article 11, ça ne passerait pas. Donc, c'est-à-dire que même si on veut faire un référendum comme ça, eh ben, ce serait bloqué. Ça serait bloqué par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est ce que je disais au début de l'échange. Le deuxième point qu'elle dit, c'est que ça marchait très bien à l'époque de Gaulle, Pompidou et Giscard. Elle s'est arrêtée pile à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas les institutions. Le problème, c'est le dévoiement des institutions et l'ensemble des contre-pouvoirs qui ont émergé depuis l'élection de François Mitterrand en 1980, qui a appauvri les Français, qui a conduit ce système de décadence et d'appauvrissement généralisé. Pourquoi ? Premièrement, il a fait en sorte de multiplier le nombre de fonctionnaires qui font que les fonctionnaires sont tellement inamovibles que les trois derniers présidents de la République... Ce qu'on appelle le spoil system, c'est-à-dire que les fonctionnaires sont tellement puissants qu'ils peuvent bloquer la décision des présidents de la République. Quelqu'un de votre camp, comme Arnaud Montebourg, disait lui-même que lorsqu'il était ministre de l'économie, il pouvait décider de quelque chose et les fonctionnaires bloquaient. Donc c'est quand même un blocage de la souveraineté populaire et de l'émergence des urnes. Vous avez le Conseil constitutionnel qui bloque un certain nombre de décisions. Vous avez le Conseil d'État qui bloque un certain nombre de décisions. Vous avez un certain nombre de contre-pouvoirs qui ont été mis en place par la gauche de François Mitterrand, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez élire n'importe qui, il n'a pas les moyens de faire ce qu'il veut, que ce soit sur l'économie ou sur l'immigration. Pour conclure, parce qu'il faut conclure leur tourne, et je donnais la parole à Raquel Garrido, vous dites, pourquoi pas, mais ça va coincer au Conseil constitutionnel. Raquel Garrido, dans ce que dit notre auditrice, c'est quand même quelque chose qui nous parle, changer de système, faire respirer tout ça, et peut-être se mettre au niveau européen, ou du moins ce qui se fait majoritairement en Europe. Alors, bien sûr, il faut changer tout ça par une voie légale, constitutionnelle, j'y reviendrai. Premièrement, je peux pas laisser dire que ce qui a creusé la dette, c'est le coût de nos parlementaires. Je veux dire, en Allemagne, un parlementaire a beaucoup plus de moyens qu'un parlementaire français, et les 1000 milliards d'euros de dette supplémentaires... Non, parce que Christine a dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais celle-ci est une aberration. C'est vraiment pas ça qui a creusé la dette. Un référendum sur le changement de système. On peut faire un référendum sur l'organisation des pouvoirs, c'est prévu textuellement par la Constitution. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'un président de la République lui-même vienne changer substantiellement la Constitution par référendum. Mais il n'est absolument pas inconstitutionnel d'avoir un référendum pour la convocation d'une assemblée constituante. Le pouvoir constituant, il est entre les mains du peuple. Je veux dire, c'est le pouvoir primaire, en fait, du peuple, de pouvoir lui-même se donner une constitution. Je pense que c'est constitutionnel d'avoir la convocation d'une assemblée constituante. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus se créer des limites nous-mêmes. Le Conseil constitutionnel, en vérité, il suit beaucoup l'Élysée, il suit beaucoup l'exécutif. Vous l'avez vu à beaucoup d'occasions, par exemple sur la loi retraite, le Conseil constitutionnel a accepté cette espèce de bidouille qu'il y a eu parce qu'on a le pouvoir exécutif a utilisé l'article 47.1 PLFSSR pour faire cette réforme. En fait, le Conseil constitutionnel, il n'est pas du tout aussi indocile que vous le dites, au contraire. En tout cas, il y a des pistes de réflexion, il y a une envie générale de quelque chose de l'ordre de l'évolution de nos institutions, consultation des Français, peut-être aller vers notre régime. Et chacun a un avis, Jean-François Caillé. C'est ça qui est merveilleux. C'est que si on avait une assemblée constituante, une élection pour changer la Constitution, par exemple, Christine pourrait se présenter en disant moi je suis pour le fédéralisme, et moi je dirais peut-être davantage d'égalité sur le territoire. Merci à vous Raquel Garrido, merci à vous également William T. Il y a du grain à moudre, comme on dit. Il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. C'est la fin de La Vérité en face. Je vous rappelle, journée importante avec François Bayrou. Grand jour pour la démocratie française. Raquel Garrido, c'est terminé. On va vous couper le micro. C'est fini. William T ne dit plus rien. Bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour. On va se mettre d'accord avec vous. On va essayer de se mettre d'accord. On va évidemment revenir sur l'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand et puis Bayrou, bye Bayrou. Voilà, c'est à suivre dans un instant. Et puis les Chevaliers du Fiel à ne pas manquer à 11h30. Absolument, l'événement de la rentrée sur Sud Radio. À tout de suite. Merci.